Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à notre conférence francophone interdisciplinaire sur les migrations et les minorités. Et comme cela se passe à l'université de Jos de Galați, en présentiel ou plus ou moins en présentiel, et comme le président de Jos de Galați souhaite vous adresser quelques paroles, je laisse la parole à la hôte et je prie Monsieur le Président d'intervenir. Il va intervenir à travers un petit enregistrement. On a un petit problème technique, mais ça viendra en quelques secondes. Chers collègues, conférence francophone interdisciplinaire liée à la thématique des migrations et minorités. Sa première édition sera cette année à Galați, mais malheureusement, il sera annulé. On a de nombreux participants, plus de 60, de 10 pays différents. Et la thématique est une des grandes actualités au niveau international et bien sûr européen. J'espère bien que la prochaine édition, ça sera aussi diverse avec plus de participants et plutôt, j'espère bien que la prochaine édition, ça sera en direct. Je vous souhaite encore une fois bienvenue à notre conférence et beaucoup de succès pour les échanges de bonnes pratiques qui seront développés pendant la conférence. Bienvenue encore une fois et maintenant, au revoir et bonne chance. Bon, on remercie Monsieur le Président pour cette intervention. J'ai quelques invités d'honneur qui, par de diverses raisons, se sont excusés. Comme ça, on va inviter M. Mohamed Ketata, le directeur de l'Agence universitaire de la francophonie Europe centrale et orientale, à intervenir dans notre conférence et je lui dis un grand merci. Il sait bien pourquoi. Je vous en prie, M. Ketata. Merci, M. Galațanu. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis francophones en vos grades et qualités, merci pour cette invitation à votre conférence francophone interdisciplinaire internationale sur les migrations et les minorités. Et c'est avec un grand plaisir que l'Agence universitaire de la francophonie en Europe centrale et orientale s'associe à cet événement important au sein de l'université Donaria de Jos din Galați, une université importante dans notre réseau régional et par l'ensemble de ces activités francophones que vous menez en fait au quotidien. Vous le savez très bien que l'agence est votre partenaire, il est toujours à votre écoute et il est toujours là pour faire un petit bout de chemin avec vous. La présence du recteur lors de notre Assemblée générale, le 18e Assemblée générale qui a eu lieu à Bucarest, le témoigne, et l'ensemble des universités membres, particulièrement en Roumanie. Je le dis à nos collègues de France et d'ailleurs, que la Roumanie, c'est le pays le plus important francophone de la région Europe centrale et orientale. À lui seul, il a presque une cinquantaine d'universités membres dans la francophonie. Peut-être pour vous dire que l'Europe centrale et orientale, c'est la deuxième région après l'Europe de l'Ouest, après la vieille Europe, où nous avons en Europe de l'Ouest 215 établissements membres, rien qu'avec la France, 175. Donc, il reste
quelques autres universités dans toute cette partie de l'Europe. Ici, en Europe centrale, 150 universités membres, dont presque le tiers est en Roumanie. Nous sommes fiers, justement, de ce pays-là, qui joue un rôle important dans la francophonie, je dirais dans tous les domaines, dans le domaine de la formation, la recherche, l'innovation, l'employabilité, etc. Et notre dernière Assemblée générale a permis d'organiser, rien que pour la Roumanie, un atelier spécial pour leur témoigner justement de l'importance de ce pays. Encore une fois, vous avez aussi choisi un sujet qui m'est très cher sur les migrations et les minorités. Pour tout vous dire, chose que je n'ai pas l'habitude de dévoiler, j'ai toujours fait partie, quand j'étais en France, des minorités visibles. On a toujours parlé de moi et de nous, les autres, en tant que minorité visible. Nous sommes fiers de faire partie de ce pays, de la France, et c'est un pays qui a réussi, je dirais, à intégrer toutes ces populations venues d'ailleurs. Peut-être dire que cette diversité culturelle a été une richesse pour la France, et je dirais même que la France est une chance aussi pour la diversité. Encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites au sein de vos activités de recherche, ce qui me fait plaisir aussi de voir des collègues du Havre. J'ai longtemps fait partie de cette belle région, de l'université de Rouen et de la Normandie en général, où j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Saint-Victor-les-Pines, puis en fait à Rouen, puis je dirais à Paris, la capitale, puis je dirais maintenant dans le monde avec l'Europe centrale et orientale. Et au moins, je dirais que vraiment, c'est une belle richesse que je garde au fond de moi-même. Merci pour cette invitation et je vous souhaite vraiment toute la réussite dans vos travaux et surtout une longue coopération parce que je sais que cette coopération date de plusieurs décennies avec la région Normandie et avec la France, bien sûr, en général. Et bonne continuation à l'ensemble de vos travaux. Je vous remercie. Un grand merci, M. Ketata. Et vraiment, vous avez parlé du cœur et on a reçu vos paroles avec le cœur. On vous sent bien un vrai ami. Merci. Hein? Et maintenant, permettez-moi de donner la parole à M. Frédéric Beaumont, qui est attaché de coopération universitaire et scientifique au pôle d'échange universitaire et scientifique de l'ambassade de France en Roumanie et le directeur de l'Institut français de Roumanie. Je vous en prie, M. Beaumont. Oui, merci Lucian. Toutefois, vous m'avez un peu promu. Je ne suis pas le directeur de l'Institut français de Roumanie, mais seulement le conseiller culturel adjoint. Alors, mes félicitations pour la promotion. Merci encore pour cette invitation. Ça me fait réellement plaisir de participer donc à votre belle conférence. Vous savez que le sujet m'est très cher puisque c'était en grande partie mon sujet de thèse ici en Roumanie. Donc voilà, très très heureux de participer à cette ouverture. Donc merci à monsieur le recteur pour son message en français. Je sais que votre recteur est extrêmement engagé sur la question de la francophonie universitaire. Aux côtés de vos équipes, c'est vrai qu'il a su faire de Galatz un pôle scientifique et académique universitaire de premier plan aujourd'hui en Roumanie. Sachez que je participe aux côtés de Mohamed à votre promotion à travers le réseau parce que c'est quand même très important de souligner qu'une université qui est parfois un petit peu enclavée au sein de la Roumanie, qui n'est pas forcément
facile d'accès pour les déplacements des chercheurs, etc. C'est une université qui se positionne à l'échelle internationale en utilisant cette force qu'est la langue française, qui est une langue internationale de diffusion des savoirs. Et donc, à ce titre-là, je tenais réellement à prendre la parole et à souligner le dynamisme de votre université. Je voulais également rappeler qu'il y a un contexte, mais Mohamed l'a dit bien mieux que je ne pourrais le développer. Il y a un contexte roumain dans lequel vous vous inscrivez et aujourd'hui vous participez à passer une nouvelle étape, peut-être plus globale, plus ambitieuse, qui fait de la Roumanie un pivot régional en fait de la francophonie universitaire. Mohamed le rappelait, voilà, un tiers des membres de l'Agence universitaire de la francophonie sont situés en Roumanie. C'est quelque chose que la coopération bilatérale française suit avec beaucoup d'attention, sachez-le. On est extrêmement soucieux d'appuyer voilà, le développement des partenariats scientifiques et universitaires franco-roumains. La France lance, comme tous les ans, sa campagne de bourse du gouvernement français, pour parler de choses très concrètes, en début novembre jusqu'au 1er février. Sachez que l'enveloppe de bourse du gouvernement français, que ce soit sur le volet master, doctorat, post-doctorat, c'est quand même la deuxième enveloppe de bourse du gouvernement français en Europe, après l'Allemagne. Donc la France connaît l'importance de la francophonie académique ici en Roumanie et elle souhaite soutenir son développement et son épanouissement dans le cadre, évidemment, d'une stratégie qui est plus globale, parce que, je le répète, je pense que votre université, qui est une université éminemment transfrontalière, a vocation à diffuser cette francophonie, à diffuser l'excellence des savoirs en langue française, pas seulement en République moldave, mais je vois que vous avez des invités qui viennent d'Ukraine. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Je voulais aussi rappeler, peut-être pour les invités internationaux, la grande satisfaction qu'on a ici en Roumanie à voir le dynamisme des filières académiques francophones sur lesquelles vous appuyez dans le cadre de vos activités scientifiques. On recensait en 2018 106 filières universitaires francophones rien qu'en Roumanie. Aujourd'hui, on en a 115, dont 8 écoles doctorales francophones, des écoles doctorales francophones sur lesquelles qu'on suit avec énormément d'attention, parce que c'est l'avenir de la francophonie universitaire dans la région, puisque ce ne sont pas seulement des outils de formation à la recherche, mais également des outils de formation pour les futurs enseignants-chercheurs de Roumanie, et donc l'avenir de cette francophonie académique qui est, je le répète, extrêmement dynamique. Donc pour toutes ces raisons, voilà, je tenais à vous saluer, à vous féliciter, et puis je vais suivre avec très grand plaisir et beaucoup de curiosité l'ensemble de vos travaux. Merci encore pour cette invitation. Je vous remercie, M. Beaumont, et je vous remercie une fois de plus pour votre idée d'associer notre université au consortium européen, parce qu'en fait, c'était votre idée. Et vous m'entendez? Ça s'entend? Ah, parfait. Alors, merci deux fois. Merci deux fois, et pour votre intervention, et pour votre idée qui nous a aidés et qui nous aidera lors de développements ultérieurs. On se sent bien à l'intérieur du consortium dirigé par l'Université de Rennes, et en fin de compte, c'est votre idée, et j'ai tenu absolument à vous remercier. Bon, merci. Maintenant, on a M. Francis Delaporte, qui est le président de la Cour administrative et vice-président de la Cour constitutionnelle du Grand-Duché du Luxembourg. Il a souhaité nous faire l'honneur de participer.
Oui. Bonjour, monsieur Laporte. Bonjour, professeur Galatano, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis très content de vous revoir, même comme ça en visio, mais voilà, Stéphane vous salue. Je crois que Stéphane... attendez, une seconde. Ça va? On voit Stéphane, on voit Didier Guével, on voit tout le monde. Bonjour, les amis. On voit Michel Bruno en ligne, Bonjour, donc la bonjour. bande est réunie et je suis content. Voilà. Bon, monsieur le Président, faites-nous l'honneur de nous adresser quelques paroles du Luxembourg. Oui, bonjour, chers amis. Je sors tout juste d'audience qui s'est faite en langue française. Vous devez savoir que Luxembourg, à la base, des Luxembourgeois ne parlent pas le français, mais le francique. Le francique, c'est la langue des Francs, Charlemagne. Hein. La lingua franca de l'époque est toujours parlée au Luxembourg entre les autochtones, c'est le luxembourgeois, mais ce n'est pas le français. Alors que le français, quand même, est également parlé au luxembourgeois. Et je pense même qu'avec le français, vous arrivez plus loin qu'avec notre francique luxembourgeois, parce que 90% des personnes se trouvant à Luxembourg comprennent le français, alors que seulement 80, peut-être 70, comprennent le luxembourgeois. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des nuances. Le fait est que le Luxembourg est très attaché à la langue française. Toutes nos lois, toutes nos réglementations sont écrites en français. C'est donc un lourd héritage de l'époque lointaine où les révolutionnaires français en 1795 ont occupé le pays. Mais c'est un bon héritage et nous l'avons gardé. Nous allons en discuter ce soir et demain sur les assises du Code civil et donc sur un besoin de réformer sur certaines plages notre Code civil qui est inscrit en français. Nous discuterons essentiellement avec nos amis français et belges en français sur les besoins du Code civil. Vous voyez que la langue française, surtout en matière judiciaire, et je suis essentiellement appliqué en matière judiciaire, est vraiment la langue de nos travaux et c'est la langue dans laquelle nous nous mouvons. Le fait est que ce n'est pas notre langue maternelle. J'ai dû apprendre le français à l'école et ce sont donc également les écoles luxembourgeoises, y compris l'Université de Luxembourg, que certains d'entre vous connaissent très bien, qui soignent, à côté d'autres langues, surtout la langue française. Quand j'ai vu que c'était l'Université de Galatie et notre ami le professeur Galatano qui a organisé tous ces propos, je me suis dit, mais le mot Galles, ça nous dit quelque chose, et surtout pour les luxembourgeois qui se trouvent à la frontière linguistique entre le roman et le germanique, sont sensibles à cela. Alors Galles, qu'est-ce que ça nous rappelle? Et tout simplement, cette distinction entre le tédisque et le walisque et le tédisque. Tédisque, c'était les Germains qui disaient c'est nous, d'où tedesco pour les Italiens, Deutsch pour les Allemands. C'était donc une vue germanique des choses qui disait que les autres, c'était des walisques, les wallons, les gallois, les gaulois, les galatiens, la Galatie, les galiciens là-bas en Espagne, les gallois en Grande-Bretagne et même les galates en Turquie. Tout cela était vu comme parlant l'autre langue romane et qui nous rejoint aujourd'hui avec le suffixe gal et que nous au Luxembourg, bien qu'étant de l'autre côté linguistiquement, soignons parce qu'on est ouvert sur les frontières et sur le dialogue transfrontalier. L'autre élément que je voulais souligner, c'est que le Luxembourg est un pays de migration. Il y a un exemple à prendre. Pour le moment, en termes de nationalité, 48% des personnes résidentes sur le territoire du pays n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, ont un arrière-fond migratoire. Chaque journée, il y a sur une population totale de 600 000 résidents, en plus 200 000 transfrontaliers de personnes qui traversent la frontière pour venir travailler chez nous, pour dire que l'immigration à tous les niveaux, c'est vraiment le pain quotidien de Luxembourg et que de ce point de vue-là, nous essayons d'être un laboratoire dans lequel, à côté de la langue luxembourgeoise, la langue allemande, la langue anglaise, nous soignons beaucoup la francophonie. Et c'est dans cet esprit de soin de la langue française qui n'a pas la vie facile. Aujourd'hui, nous avons de la peine à trouver des gens qui sachent encore parler
le français correctement. Nous avons de la peine à trouver des gens qui écrivent le français correctement, même d'origine française. Tout ça, il faut s'en rendre compte. Il y a quand même un nivellement qui n'est pas très heureux pour les langues, une facilitation, une standardisation. On nous dit l'anglais est tellement facile parce qu'il est si standardisé, faisant la même chose pour le français. Voilà des dangers qui nous guettent et dont vous allez parler, dont nous allons parler, et que ce sont des défis que nous devons relever, que nous voulons bien relever, en amitié surtout, parce que l'essentiel, c'est de se comprendre, en amitié, parce que là, c'est l'élément de sympathie qui doit jouer au-dessus de tous, et c'est dans cette idée que je vous souhaite plein de succès à votre congrès, auquel malheureusement je ne vais pas assister beaucoup, parce que les journées de Côte civile et autre chose me tiquinent, mais j'entendais être là, lancer mon message, et surtout, bonne chance et bonne force à vous tous, parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Delaporte. Vraiment un beau discours du Luxembourg. Et je voudrais vous remercier pour avoir eu la gentillesse. Les gens ne savent pas, vous avez un peu planté une séance très importante, conseil de ministre, etc., pour être avec nous. Et je souhaite vous remercier d'autant plus. On va vous garder à l'avenir dans nos cœurs et dans nos prochaines manifestations scientifiques, si vous permettez. Hein. Et grand merci, M. Laporte, et vielen Dank, mein Herr. Voilà, très bon congrès. Bon, j'ai maintenant le grand honneur et le grand plaisir de donner la parole à M. Didier Guevel, qui est beaucoup, en fin de compte, qui est beaucoup. Il est non seulement professeur émérite et doyen honoraire de la faculté de droit, sciences politiques et sociales de l'université Sorbonne Paris-Nord, mais il est en même temps, parmi tous ces longs titres, parce qu'il en a beaucoup, il est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime le plus en fait. Il est membre du Conseil international de la langue française et de la francophonie. Et de plus, encore de plus, il est un incroyable ami des jeunes francophones du monde et de la francophonie. Je vous en prie, M. Guevel. Merci Daniel, merci de cette trop élogieuse présentation. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, merci donc de cette présentation très gentille. Je vais peut-être ajouter 2-3 choses. Je peux aussi intervenir ici en tant qu'enseignant dans le pays voisin en français en Ukraine, puisque j'ai longtemps enseigné en français en Ukraine. J'interviens aussi en tant que, merci Michel Bruno qui me regarde, en tant qu'ancien directeur du département de droit de l'Université du Havre, donc au titre de toutes mes vieilles amitiés, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis, j'ajouterais que je suis là aussi en tant que membre d'un laboratoire, l'Institut de recherche pour un droit attractif, qui travaille sur les questions qui vont nous préoccuper aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes aussi intéressés pour cela. Et puis enfin, je vais encore ajouter en la liste, mais c'est un peu sous forme de plaisanterie, je voudrais dire que je fais partie des minorités invisibles françaises, interne à la France, puisque je suis juriste breton au service de la France. Voilà. Chacun ses minorités. Bien, en tout cas, je dois dire que je suis très impressionné par ce beau colloque qui s'ouvre. Je vais remercier tout particulièrement le recteur Georges Escou pour son accueil. Je voudrais dire que quelqu'un qui est capable d'accueillir une si belle manifestation internationale est sûrement promis au public destiné, donc qu'il soit amplement remercié. Remercier aussi, bien sûr, ceux qui nous soutiennent, l'AIF, l'ambassade de France, etc. Et puis aussi remercier le personnel de cette belle université qui est si gentiment, qui s'est mis si gentiment à notre service, et notamment Valéria et Christian qui sont ici présents. Donc, vraiment, sincèrement, merci à tous pour cet accueil, et tout particulièrement, bien sûr, merci à notre collègue Daniel Gaetano qui
n'a pas payé de sa personne pendant des mois pour réussir cette belle manifestation, et c'est effectivement une manifestation qui s'annonce fort intéressante, et j'espère qu'on trouvera les moyens de financer la diffusion des actes de ces échanges, parce que je suis sûr que ce sera très enrichissant pour nous tous. Donc voilà, j'appelle de nouveau un dernier financement en quelque sorte pour que tout cela, tous ces échanges futurs, et les titres sont très très prometteurs, et puis la qualité des intervenants aussi, pour que l'on puisse tous en profiter et en faire profiter l'ensemble de la francophonie qui nous regarde sûrement aujourd'hui, en partie en tout cas, et qui pourra ainsi nous lire s'il n'a pas pu nous regarder aujourd'hui. Donc merci à tous et bravo encore à Daniel. Monsieur Kuel, merci, grand merci. Notre collègue américain a un petit problème technique, n'empêche que sur la côte est des États-Unis, il est 4 heures du matin, ou quelque chose comme ça. Il m'a promis qu'il va joindre la session première. Je parle de M. Jonas Albaste, le directeur d'études à Yale University aux États-Unis. Il va nous rejoindre bientôt. Et permettez-moi de donner la parole à un ancien ami qui est Michel Bruno et qui est le doyen honoraire de la Faculté des Affaires internationales de l'Université Le Havre-Normandie et directeur du laboratoire d'études en droit fondamentaux des échanges internationaux de la mer et le Lexfein. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est un bon ami que j'ai. Je ne sais pas si ça se voit. Ma jaquette porte l'emblème avec l'Université du Havre qu'il m'a offerte au mois de juin. Et donc, je ne vais pas inviter un doyen, mais je vais inviter un vrai ami. S'il te plaît, Michel. Merci beaucoup, cher Daniel. Alors tout d'abord, je voudrais saluer monsieur le directeur de l'AUF pour l'Europe centrale et orientale. Je voudrais également saluer la présence de monsieur le représentant de l'ambassade de France et bien sûr tous les collègues et amis qui participent à cette conférence. J'ajouterais que c'est une magnifique initiative et je tiens tout particulièrement, bien sûr, à te remercier, Daniel, et à remercier le président de l'Université de Galati, et bien sûr tous les personnels qui t'ont aidé, les collègues, les personnels administratifs et techniques qui t'ont aidé à préparer cette conférence. Je suis très heureux d'être parmi vous, donc merci à nouveau à toi, Daniel, pour ton invitation. Et je suis très heureux de voir des têtes connues, bien sûr Didier, Francis, Stéphane et d'autres que j'oublie peut-être. Donc, je suis très heureux de les revoir et je souhaite évidemment une pleine réussite à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la francophonie et évidemment la francophonie, elle subit, comme l'a souligné Francis Delaporte, mon très cher ami Francis, la francophonie, oui. Du coup, la francophonie, elle souffre évidemment en ce moment. Bon, on espère, grâce à ton initiative et à d'autres initiatives, tout à l'heure, monsieur le représentant de l'ambassade de France évoquait, et également d'ailleurs monsieur le directeur de l'AUF pour l'Europe centrale et orientale, évoquait donc la dernière conférence de l'AUF qui s'est déroulée à Bucarest. Et il faut saluer évidemment le dynamisme de la francophonie en Roumanie, ce qui a déjà été fait, mais j'en profite pour le souligner à nouveau, et qui est un ami de longue date de la France. La Roumanie est une amie de longue date de la France, et évidemment, c'est très intéressant. Il faudrait… Alors, je sais que maintenant, mon ami, mon très cher ami aussi, Didier, a des responsabilités importantes au sein de la francophonie en France. Donc, je lui envoie la balle, mais peut-être déjà a-t-il une idée pour organiser un colloque francophone à Paris
Donc, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ah, ben je l'imaginais, hein, te connaissant, je l'imaginais. Bon, c'est très bien, bravo Didier. Donc, je souhaite une pleine réussite à ta conférence, Daniel, qui est aussi la nôtre, bien sûr. Et encore, merci beaucoup pour ton invitation. Et je salue à nouveau tous les collègues et amis et tous les responsables qui soutiennent, bien sûr, cette initiative financièrement ou autre. Donc, merci à nouveau à vous tous et en particulier à toi, Daniel. Bravo, parce que je sais qu'organiser un colloque, c'est compliqué, très compliqué. Grand merci, Michel. Grand merci. Merci, Michel. Je souhaite m'excuser auprès de mon collègue qui est juste à côté de moi, par émotion devant vous. J'ai fait une petite gaffe et je tiens absolument à m'excuser. Et je vous prie de bien vouloir, M. Denis Pernoud, de nous adresser quelques paroles. Je donne la parole à M. Denis Pernoud, qui est le directeur de l'UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines des Sociétés de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Chers collègues, excusez-moi une fois de plus, je vous en prie. Merci beaucoup. Chers collègues, chers amis, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence et à l'accueil des quelques-uns qui parmi nous ont la chance d'être ici à Galatz. Et donc l'AUF, l'ambassade de France. Je vous remercie aussi évidemment les collègues de l'université de Galatz qui nous accueillent avec une très très grande gentillesse, une très très grande amabilité, et vous dire notre plaisir à être ici, une certaine déception bien évidemment à ne pouvoir vous voir que sur un écran et à ne pouvoir vous parler que par visioconférence. Je voudrais juste dire un mot en tant que directeur, doyen si vous préférez, de l'UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis heureux d'être ici à ce titre aussi parce que il y a un lien relativement fort entre cette UFR et cette université et le monde de la francophonie, puisque à ma connaissance, aussi remontant évidemment à d'assez nombreuses années, à ma connaissance, c'est une des premières universités où ont été recrutés et où ont travaillé un certain nombre de spécialistes de francophonie, et nous avons aujourd'hui d'ailleurs une très très riche bibliothèque en matière de francophonie, soit dans les couloirs de l'UFR, ce qui n'est pas une bonne chose, soit dans notre bibliothèque universitaire, et nous avons encore aujourd'hui en poste dans cette UFR un certain nombre de spécialistes de francophonie, du côté plutôt bien évidemment des études littéraires, mais en réalité pas seulement, aussi des géographes par exemple. C'était donc la première raison finalement pour laquelle j'étais content d'être parmi vous. Et puis l'autre chose, puisqu'il va être question de littérature aussi, eh bien une des autres forces, des autres points d'histoire importants de notre composante à Sorbonne Paris-Nord, c'est que c'est aussi le lieu où ont été inventées les études sur les écritures de soi, sur l'autobiographie, et j'ai vu en préparant un petit peu que un certain nombre des écrivains romains dont nous allions parler demain, eh bien, pratiquer aussi ces écritures de soi. Il y aurait toute une réflexion justement à faire sur ce choix de la langue française qui a pu être fait par un certain nombre de migrants, et il me semble que là on retrouverait un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes. Et en vous parlant, je me souviens comme ça de promenades où je m'arrêtais lorsque rue de l'Odéon, je suppose qu'il habitait dans ce quartier, lorsque rue de l'Odéon, il y a un certain nombre d'années, on pouvait croiser Sioran âgé qui regardait les vitrines des librairies, et j'ai toujours trouvé ce spectacle que j'ai vu à plusieurs reprises profondément fort, profondément émouvant, et donc je suis vraiment très 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 heureux d'être ici par toutes ces relations qui ont été nouées. En effet, donc
donc professeur de littérature, vous l'avez peut-être compris, toutes ces relations qui ont été nouées entre les écrivains et les littératures roumaines. Et dans mes propres travaux, j'ai eu à croiser comme ça un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains français qui ont eu des rapports étroits avec la Roumanie. Et donc un grand merci pour votre invitation, pour l'accueil qui nous est fait. Et puis, bien évidemment, je suis très très impatient que l'on parcourt ce programme dans sa pluridisciplinarité, sa transdisciplinarité, de la littérature, de la sociologie, de l'histoire. Je trouve que tout ceci est parfaitement exemplaire. Donc vraiment un très très grand merci à Daniel pour avoir organisé tout cela, et un grand merci à tous ceux d'entre vous qui soutenaient cette manifestation. Grand merci, M. Pernaut. C'est quand même trop élogieux, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait comme la petite grenouille qui est tombée dans le lait et qui, pour se sauver, a dû voilà, faire de l'effort pour se créer une petite boule de beurre. Grand merci du fond de mon cœur à M. Denis Pernaut, qui, bon, dans le programme, il figure en tant que directeur de l'UFR. Je vais vous expliquer pour les Roumains qu'en directeur de l'UFR, en Roumanie, aurait été deux doyens, le doyen des lettres et le doyen de la fac d'histoire. Donc, si je dis grand merci, monsieur le doyen, je n'ai commis aucune erreur. Hein. Grand merci. Et je donne maintenant la parole à monsieur le professeur des universités Stéphane Walter de l'université Lumière, qu'il aime beaucoup, Lyon 2, et qui est en même temps membre correspondant de l'Académie des sciences d'Outre-mer, mais qui est même plus, si vous permettez, un ami personnel depuis 2 décennies, je crois. Donc, je peux dire, s'il vous plaît, monsieur le professeur Walter, mais je préfère dire, vas-y, Chersté. Bon, chers amis, bonjour. Avant de commencer, c'est juste une remarque sur Sioran, dont mon collègue a parlé. Je me demande s'il n'était pas un peu antisémite. Et enfin, c'est un point qui m'a toujours. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce sont des figures que l'on a tendance à valoriser après leur mort. Mais en fait, si l'on regarde leur passé, parfois, ils ont pris des positions qui ne sont pas toujours honorables. Bah, je n'en sais rien pour Sioran, mais je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai entendu dire, donc c'est peut-être un point à éclaircir. Mais enfin, ce n'est pas le seul. Alors sinon, je remercie tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation intéressante. Daniel, il y a monsieur Christian, là, notre informaticien que vous ne voyez pas, qui est caché. Il y avait une dame qui s'appelle, son prénom, Valérica, voilà, qui s'est absentée, et d'autres. Je remercie également beaucoup monsieur le recteur de l'université. Bon, j'ai rien à dire de spécial, hein, sinon, puisque j'ai parlé de Sioran, je voulais juste revenir sur l'université de Lumière. En fait, bon, hélas, je suis dans cette université qui porte ce nom, Lumière, et les frères Lumière, donc surtout l'un des deux, ont adopté des déclarations un peu, disons, gênantes. Alors, en 35-36, donc une déclaration favorable à Mussolini qui était présentée comme quelqu'un d'extraordinaire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le frère Lumière, donc je ne sais plus lequel des deux, mais le frère n'a pas démenti. Donc ce frère Lumière en question a fait aussi une belle déclaration de soutien au maréchal Pétain. Et, voilà, et à Pierre Laval, le chef de la milice. Donc, je trouve que c'est un peu regrettable qu'une université de lettres et sciences humaines porte ce nom. Alors, j'ai proposé à ma présidente d'université de débaptiser l'université, d'enlever le nom Lumière, donc elle n'a pas répondu à 3 messages que j'ai envoyés. J'en ai parlé, alors qu'elle est plutôt de gauche, j'ai cru comprendre. J'en ai parlé, bon, ce que je dis n'a pas beaucoup d'importance, mais comme je n'ai rien d'autre à dire, vous êtes obligés de... Mais ce ne sera pas long. Hein. J'en ai parlé aux organisations syndicales, donc à la mienne, et personne n'a trouvé rien à redire. Voilà, donc j'étais un peu étonné. J'en ai parlé à d'autres organisations qui sont plus à gauche que la mienne. Et c'est pareil, les gens trouvaient que c'était normal. Enfin, il n'y avait pas besoin de réfléchir sur le passé.
Alors je me suis dit finalement, en expliquant aux gens que les frères Lumière n'avaient pas inventé le cinéma, comme on le prétend, mais ce sont des continuateurs, parce qu'il y avait un inventeur avant eux, puis après. Ensuite, ce sont des turiféraires du fascisme, d'une certaine manière, même si ce ne sont pas de grands collaborateurs. Donc j'ai trouvé, je me suis dit que finalement, on pourrait enlever le nom Lumière et appeler notre université l'université du plagiat et de la francisque. Mais voilà, donc voilà, donc je ne sais pas si mon idée ira jusqu'au bout, mais voilà, ce sont des... Bon, enfin, ceci dit, la francophonie me permet de dire des bêtises, et en tout cas, je suis très content. Enfin, je pense que c'est une très bonne initiative. Bon, après, nous aurions pu effectivement échanger dans d'autres langues que le français, effectivement, parce que il n'y a pas que le français qui soit une langue de communication, bien sûr. Et puis, des fois, on peut ne pas très bien comprendre quelqu'un et arriver à échanger des choses profondes aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est une très belle initiative. Et voilà, je suis content d'être parmi vous. Merci. Merci, Stéphane. À chaque fois que... D'abord, je t'applaudis. Et puis, je vais te contredire. À chaque fois que tu interviens, tu compliques ma vie. Et si tu parles 100 minutes, je dois reparler une demi-heure. Bon, mais tu es le plus sincère, c'est pour cela que tu es mon plus vieux ami français et depuis toujours. Hein. Et maintenant, expliquons l'inexplicable. Côté Cioran, bon, il est vrai que dans sa jeunesse, il s'est laissé tenter par le mouvement d'extrême droite, nazi, etc. C'était séduisant pour les jeunes. Un grand philosophe roumain, grand professeur à l'université de Bucarest, Ionescu, a influencé toute la pensée des jeunes, mais c'était quelque chose de jeunesse. N'empêche que c'est pas grave pour Cioran s'il a haïssé les juifs parce qu'il a haïssé tout le monde. Ça va bien. Donc ça, c'est la moindre des choses. C'est une haie de jeunesse passagère, mais en fin de compte, il a haïssé tout le monde. Je vous signale, je vous cite de mémoire un syllogisme de Lamartine qui sonnait exactement comme ça. Pourquoi aller en Espagne sinon pour tuer un prêtre? Donc, ben voilà, il était complètement démocrate et les catholiques et les juifs, pas de souci. Et ça, c'est ma réponse officielle à mon collègue Stéphane Walter. Et maintenant, permettez-moi, on a déjà attrapé du retard et je savais bien que ça va arriver, parce que ça arrive toujours à l'occasion des conférences en ligne. Permettez-moi de vous dire, au nom du comité d'organisation, soyez les bienvenus à notre conférence. Permettez-moi également de vous expliquer pourquoi notre conférence s'appelle comme ça. Vous observez, le premier adjectif est francophone. Le premier adjectif est francophone, puisque en Roumanie, on risque de se faire écraser par l'anglais américain. C'est global, c'est... oui, monsieur Kebata. Oui, j'ai voulu... hier soir, on a voulu manger dans un resto à côté de l'hôtel où j'ai eu, au bout de belles aventures, j'ai réussi à faire héberger nos invités et le resto s'appelait Union Jack. Donc là, du coup, si ça s'appelait Union Jack, alors c'est que la francophonie en perception de masse a un petit problème. Par exemple, la génération de ma mère qui a eu bientôt 61 ans parle français. Si ma mère était présente, elle aurait tout compris. Ma génération de moins en moins, alors que les jeunes, c'est là le problème. Les gens roumains, les gens, je vois ça dans toute l'Europe, sont plus voués à l'anglophonie. C'est pour ça qu'au moment où je débarque dans un petit département à Salerne, en Italie, à Huelva, à la Grenade, en Espagne, je prends contact avec le département de français en leur disant faisons une conférence dédiée à la francophonie. C'est ça ce qui compte, parler de la francophonie, parler français, essayer du moins, et comme ça, l'amour reviendra parce que du moins en Roumanie, il y a eu un fort et vrai amour pour le français, pour la culture française, pour la manière française d'être.
Les Roumains, pour la plupart, ont vraiment aimé la France, seulement que les nouvelles générations ont tendance de l'oublier. Mais ça va revenir. Autant que je suis à Galate et que je le soutiens de mon université à faire des conférences comme ça, je ferai de mon mieux. Par rapport à l'interdisciplinarité, je sais bien qu'en France, l'interdisciplinarité est développée, alors que moi, j'ai tenté une initiative, disons, don quichotesque, don quixotesque, au sens où, en Roumanie, tout le monde prétend vouloir de l'interdisciplinarité, mais tout le monde en a peur. Les lettrés, les historiens, les sociologues, les civilisationnistes, etc., les juristes même, se cachent derrière leurs dogmes en prétendant qu'elles sont les seuls vrais. Et quand il s'agit de l'interdisciplinarité, c'est un peu là le conflit de religion, de chaque religion en tant que dogme scientifique de chacun. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ce que l'on ressent en Roumanie. Bref, je ne vais pas parler trop longtemps. Je remercie tout le monde, mais tout le monde, non seulement les invités d'honneur, mais tous les participants, depuis les doyens d'honneur et les professeurs émérites aux professeurs du lycée, parce qu'il y a des profs de lycée qui ne sont pas des profs de français, il y a des profs de lycée qui ont souhaité absolument participer, des doctorants, et donc des plus hauts, des plus avancés au niveau académique jusqu'aux débutants. Je souhaite remercier tous les participants et j'ai une idée bien arrêtée et bien précise. La qualité d'une conférence et la qualité de ses participants, la somme de la qualité de ses participants. Et de ce point de vue, je ne fais pas de soucis. Hein, je ne fais pas du tout de soucis. Je vous remercie et bon courage. Merci.